Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui vient de prendre fin 22 ans après les faits. Une histoire terrible, intrigante, celle d'une mère de famille de 55 ans retrouvée morte au bord d'une rivière à plus de 200 km de chez elle. C'est un jour d'été, elle monte dans un train à Marseille pour se rendre à un entretien d'embauche dans une station de ski des Hautes-Alpes. Depuis, ses proches ne l'ont jamais revue vivante. Tout commence le 2 août 2001. Vous écoutez l'affaire Chantal de Chilloux, première partie. Quand on arrive au bout du chemin, y a cette place à gauche et le corps, il est là. Christophe Champ, ancien gendarme de la brigade des recherches de Romans-sur-Isère. Il y a un replat, et comme si on pouvait garer une voiture, et il est posé là, à la vue de tout le monde. Oui. Tout de suite, on comprend que c'est un homicide et que c'est pas bien normal, quoi. Elle est partiellement dénudée, elle est juste recouverte d'un t-shirt. Vincent Gautronot, journaliste au Parisien. Elle montre des traces de strangulation et surtout le haut de son corps, son visage est marqué par les coups. On voit que cette femme a été massacrée et les gendarmes ont la conviction à ce moment-là d'avoir affaire à un meurtrier qui est violent et qui est dangereux. C'est pas facile de trouver un corps, une personne qui a été violentée, et c'est compliqué. Mais faut qu'on fasse notre travail, quoi. Les gendarmes, ils ratissent la scène de crime et les principales choses qu'ils découvrent, c'est évidemment le t-shirt qui recouvre le corps de la victime. C'est ensuite un gobelet en plastique retrouvé à proximité du corps. Ensuite, un mégot de cigarette. Et plus étonnant, une custode, c'est une vitre arrière de voiture. Les gendarmes comprennent aussi qu'une voiture est très certainement venue là récemment. Une trace de pneu récente est découverte. Des moulages sont faits pour essayer d'identifier la marque des pneus du véhicule venu là quelques heures avant la découverte du corps. La première difficulté dans cette affaire, c'est d'identifier la victime. C'est une vraie difficulté pour les gendarmes. Ils ont affaire à une femme. Elle a pas de papier, elle a rien, elle a pas de sac. On sait pas qui est la personne, en fait, qui est la victime. Dans le secteur, il n'y a pas de disparition inquiétante récente. Personne n'a signalé la disparition d'une femme pouvant avoir à peu près l'âge de la victime qu'ils viennent de découvrir. Elle n'a aucun signe distinctif, elle n'a pas de médaillon, elle n'a pas un pendentif qui permet de l'identifier facilement. Je ressens que je dis ça va être compliqué. On est parti pour un petit moment sur une enquête qui va devenir compliquée. Ouais. Un portraitiste avait réalisé ce portrait robot, justement parce qu'on avait du mal à identifier cette personne. Et les diffuser dans la presse, ça n'avait pas donné grand-chose. Hein. Le fait de faire un portrait robot pour les enquêteurs, c'est quelque chose d'assez banal. Ce qui est moins commun, c'est que le portrait robot soit réalisé pour identifier une victime. Un seul indice sur la scène de crime, un morceau de papier. C'est à côté, près du corps. Ce petit papier, il mentionne la vente d'une machine à écrire. Il était tout petit, en fait, et il avait été découpé dans un journal. Et c'est quelqu'un qui vend une machine à écrire. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut avoir avec cette affaire, quoi. Mais bon, il faut travailler, il faut trouver. Donc, on travaille sur cette annonce. On apprend que cette annonce, elle vient d'une annonce du 13. Le 13, c'est un annonceur local de Marseille. Voilà. On n'est pas à Marseille, on est loin de Marseille. Bon, loin, on a 2 heures de Marseille, mais qu'est-ce que cette annonce du 13 fait là ? Pour les gendarmes, la présence de cette petite annonce sur la scène de crime, c'est presque une anomalie. Ça fait tout de suite tilt dans l'esprit des enquêteurs. Ils se disent, il y a un problème. On retrouve sur une scène de crime dans la Drôme, une petite annonce d'un journal marseillais. Ça va donner une nouvelle orientation à leur enquête, ça va élargir le spectre des investigations. Donc pendant plusieurs semaines, les gendarmes de Romans-sur-Isère ils vont donc se rendre à Marseille. Ils vont remonter le fil de cette petite annonce. On devait être 4 ou 6 à l'époque,
partir sur Marseille. On partait la semaine complète en fait pour remonter cette annonce. Les gendarmes se livrent à l'étude d'un jeu de piste, puisqu'ils vont pouvoir tracer les numéros qui ont appelé la dite annonce. Maître Fabien Bousquet, avocat de la famille de Chantal. D'où les coups de téléphone ont été donnés et on se rend compte que selon toute vraisemblance, la défunte a appelé l'auteur de l'annonce de la NPE à l'époque de Saint-Jérôme, à Marseille, dans le 13e arrondissement. Donc on va à Pôle emploi pour déterminer qui avait pu appeler depuis Pôle emploi sur cette annonce de la machine à écrire. Et on doit remonter, c'est à ce moment-là qu'on parvient alors à identifier la victime. C'est Chantal de Chilou de Saint-Albert. C'est un soulagement d'avoir un nom. Comme quoi, avec un bout de papier, on fait beaucoup de choses. Et qu'avec un petit indice, on arrive au final à réussir à avancer. Pratiquement tous les jours, Chantal descendait au village. Richard de Chilloux de Saint-Albert, neveu de Chantal. Faire les courses aux commerçants du coin, à la boulangerie, à 500 ou 600 mètres de sa maison et de chez nous, quoi, enfin. Elle était grande, cheveux châtains, elle avait des yeux clairs. C'est une belle femme. Une femme élégante, ouais. Elle était gentille, elle était sympa, elle était proche. Chantal de Chilou de Saint-Albert, c'est une femme de 55 ans qui vit à Allot, c'est un petit village situé juste à côté de Marseille. Au départ, elle a découvert qu'ils s'attendent à tomber sur une famille aristocratique. Ce n'est finalement pas du tout le cas. C'est une femme un peu seule, qui a uniquement des relations familiales, qui ne sort pas beaucoup. Maître Fabien Bousquet, avocat de la famille de Chantal. On ne lui connaît pas un grand cercle d'amis. Elle avait une vie simple, vivait très modestement avec sa maman. C'est une femme qui n'a pas une vie très facile à ce moment-là. C'est une femme qui est divorcée, qui a élevé seule son enfant, qui a 31 ans à l'époque. Au moment de sa mort, Chantal de Chilou est sans emploi. Elle avait l'habitude de vivre de petits boulots. Elle était lingère, couturière, inscrite au pôle ANPE à l'époque. De manière assez régulière, elle suivait des formations. C'est juste une femme assez précaire, qui galère et qui enchaîne les petits boulots. Début septembre, c'est là que la gendarmerie de Grenoble fait contacter mes parents. Il leur explique donc la situation, ce qui s'est passé, qu'ils ont retrouvé le corps de Chantal et qu'il fallait reconnaître le corps. Son frère, lorsqu'il doit l'identifier, voit sa sœur qui avait disparu depuis quelque temps dans cet état-là. Il a même du mal, lui-même, à la reconnaître. Il s'en remet pas. L'image de sa sœur ainsi tuée, il hante. Quand mon père ressort, je l'ai vu, c'était plus le même, quoi. Il était transformé. Il n'arrivait plus à marcher, il y avait les policiers qui le portaient et tout. Quand j'ai vu mon père dans cet état, qu'il a commencé à pleurer, et moi, ça m'a fait un choc, quoi, quand même. On ne pouvait pas s'imaginer que ça lui arrive à elle, quoi. Et après, se dire pourquoi l'a-t-on tué, quoi. Une mère au foyer, une femme sans histoire, toute simple, quoi. Elle n'est pas exubérante, plutôt réservée, introvertie, quoi. Elle s'occupait de sa maman et de son fils, quoi. Un mois s'est écoulé depuis la découverte du corps de Chantal de Chilloux, et le mystère reste entier. Les enquêteurs n'ont découvert qu'une seule chose, son identité. L'identité d'une femme à la vie simple, sans aspérité, rien qui puisse les mettre sur une piste tangible. Autre énigme, pourquoi a-t-elle été découverte très loin de chez elle, en pleine nature ? Les gendarmes s'attellent à un travail minutieux, reconstituer son emploi du temps dans les heures qui ont précédé sa mort. La mission des gendarmes, désormais, c'est de retracer le parcours de Chantal de Chilou. Donc, les gendarmes se livrent bien évidemment à une enquête de proximité. L'entourage familial est interrogé. Et grâce à la famille de Chantal de Chilou, ils vont apprendre qu'elle cherchait du travail et qu'elle pensait en avoir trouvé un à Vars, dans les Hautes-Alpes. Que la veille de la découverte de son corps, donc le 1er août,
Elle a contacté un accueil de colonies de vacances dans une station de sport d'hiver dans les Alpes, qu'elle a pris contact, que cet accueil attendait d'embaucher une lingère, qu'elle est fortement intéressée par cet emploi. Je lui avais dit à ma grand-mère qu'elle allait, et qu'elle correspondait au poste et que le directeur fallait qu'il la voie et si ça passait, elle était engagée parce qu'ils étaient vraiment embêtés et qu'ils cherchaient vraiment quelqu'un, quoi. Donc du coup, elle a pris ses 4 affaires et elle est partie. Le 1er août à 19h47, elle prend un train en gare de Marseille-Saint-Charles. Vincent Gautrono, journaliste au Parisien. Un train qui doit l'emmener à Valence où elle doit prendre une correspondance à destination des Hautes-Alpes. Et Chantal de Chilou va se tromper. Elle aurait dû descendre à Valence, la gare de Valence-Ville, et elle descend finalement dans cette toute nouvelle gare de Valence-TGV, une gare flambant neuve à ce moment-là. La gare de Valence-TGV, à l'époque, il n'y a pas de correspondance. Donc elle arrive là-bas, effectivement, si elle n'a pas de taxi, si elle n'a pas de train, si elle n'a pas de bus, est-ce qu'elle a des sous pour prendre le taxi? On n'en sait rien. Comme elle vivait dans un milieu précaire, elle n'a peut-être pas l'argent pour se payer un taxi. Donc elle a dû arriver là-bas, pas perdue, mais presque. À ce moment-là, il est 21h, le soleil se couche, elle se retrouve seule dans une gare où il n'y a pas encore grand-chose. On est dans une gare perdue au milieu de presque nulle part, où il n'y a pas encore de commerce, il n'y a pas encore d'hôtel installé à proximité. Et elle se retrouve seule, il va falloir qu'elle trouve un endroit où dormir parce qu'il n'y a plus de train pour aller dans les Hautes-Alpes. À ce moment-là, les questions qu'on se pose, c'est savoir ce qui s'était passé. Le système de vidéosurveillance ne marche pas, ne fonctionne pas. Et finalement, les derniers témoins, les dernières personnes pensant avoir vu Chantal de Chilou, ce sont des employés qui travaillaient la nuit à proximité de la gare, sur le chantier de la gare TGV, et qui auraient échangé avec elle. 2 ouvriers vont expliquer qu'elle est venue leur parler en leur disant qu'elle était perdue et qu'elle cherchait un hôtel à proximité. Les ouvriers vont lui conseiller l'hôtel Alpes-Provence qui est signé à quelques encablures de la gare. C'est une femme isolée qui sort de la gare, seule, avec peu de bagages, si ce n'est a priori un sac assez léger, assez sommaire, et qui peut-être fait du stop pour se déplacer. Est-ce qu'elle est arrivée à cet hôtel? Est-ce qu'elle n'y est pas arrivée? Le gérant a été entendu, mais il ne se rappelle pas d'avoir vu cette femme. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le chemin de la gare et l'hôtel où elle avait prévu de se rendre. Et là se pose la question de la mauvaise rencontre. L'hypothèse d'être tombé sur quelqu'un comme ça par hasard à la sortie de la gare, elle est plus que plausible. La première piste que les enquêteurs vont décider d'explorer, c'est celle de la gare de Valence. Cette piste-là, elle est intéressante parce que c'est le dernier lieu où a été vue Chantal de Chilou. C'est un lieu, la gare de Valence, qui est encore en travaux. À ce moment-là, il y a énormément d'ouvriers. Il peut y avoir des ouvriers qui sont sur le secteur, qui, alors je sais plus, il y en a qui devaient dormir sur le secteur ou pas, peu importe. Et voilà, c'est pour ça qu'on travaille, un gros travail aussi qui est fait sur les entreprises qui travaillent sur la gare TGV et sur tous les employés qui sont passés à cette gare. Et il y en a un bon petit nombre. Bon, on va voir les entreprises, on demande la liste des employés, et puis voilà. Et on travaille sur les employés. Christophe Champ, ancien gendarme de la brigade des recherches de Romans-sur-Isère. On les entend pas. Avez-vous vu quelque chose, pas vu quelque chose? Petit à petit, ils vont finir par retrouver toutes ces personnes présentes ce soir-là en gare de Valence TGV. Tous ces ouvriers vont être entendus, vont être auditionnés par les gendarmes. Mais rien ne colle, rien ne permet de relier ces ouvriers entendus par les enquêteurs au meurtre de Chantal de Chilou. On rame. On rame. Et ça donne rien. C'est grave, hein. Quand on se dit tout le travail abattu pour pas avancer, c'est frustrant. Depuis le début de cette enquête, les enquêteurs ils sont convaincus d'avoir affaire à quelqu'un du secteur, une mauvaise rencontre, un rôdeur. Malgré tout, il y a un moment, ils doivent se rendre à l'évidence. Leurs investigations poussées, elles n'ont rien donné. Et donc, ils vont commencer à s'intéresser à l'entourage de Chantal de Chilou de Saint-Albert.
et notamment un personnage qui les intrigue depuis le départ. C'est le propre fils de Chantal de Chilou de Saint-Albert. Au moment de la mort de sa mère, il est incarcéré en prison aux Baumettes pour une succession de petits délits, des vols, des petites histoires de stupes. Ses parents, ils avaient divorcé, du coup, il n'a pas trop connu son père. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui lui a manqué, quoi. Et il a commencé à faire quelques bêtises, quoi. Il a commis des vols, nombreux. Maître Karine Sanchez, avocate du fils de Chantal. Mais c'était un peu des vols à la Arsène Lupin, presque, vous savez. Des vols de champagne, d'épicerie fine. Il a volé aussi des vêtements plutôt élégants. C'était vraiment des larcins un peu stylés. Il ne cadrait pas du tout avec le profil des délinquants que j'avais l'habitude de défendre dans le cadre des permanences pénales. Il ne peut pas avoir tué sa mère, mais les enquêteurs se demandent si l'entourage de la petite voyoucratie locale marseillaise ne peut pas avoir un rôle à jouer là-dedans. Il est convaincu que c'est ces actions de délinquance qui ont pu entraîner la mort de sa mère. Il dira notamment, alors qu'il est entendu pour une affaire de vol, que 3 mois avant la mort de sa mère, un de ses contacts, un autre petit voyou, lui a demandé s'il avait une mère avec un ton un petit peu menaçant. Ben, il avait des doutes, hein, je veux dire, il avait peur que ça soit de sa faute, quoi, en fait. Richard de Chilloux de Saint-Albert, neveu de Chantal. Qu'il est arrivé quelque chose à sa mère. Peut-être qu'il a fait une crasse à quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui ils se sont vengés sur sa mère. Mais assez vite, ils ont malgré tout la conviction que le mode opératoire correspond pas à la piste d'une vengeance d'un voyou. Il n'est pas un grand braqueur, il n'est pas un grand voyou. Il n'a pas de raison de s'être fait d'inimitié avec des gens prêts à tuer sa mère pour quelques centaines d'euros de dette après un vol ou une affaire de stupes. Les gendarmes vont devoir trouver de nouvelles pistes, le temps passe, l'enquête n'avance pas, ils sont bloqués et ils vont décider, histoire de relancer les investigations, 1 an après les faits, de diffuser un nouvel appel à témoins dans la presse régionale. Le témoin peut toujours apporter des éléments qui font progresser l'enquête, quoi. Christophe Champ, ancien gendarme de la brigade des recherches de Romans-sur-Isère. Est-ce que quelqu'un, au début, a eu peur de parler et qu'un an après, il ait des remords et a envie de parler, on peut pas l'écarter non plus. Ils vont avoir de la chance. Ils reçoivent quelques semaines plus tard, quelques semaines après cet appel à témoins, une lettre anonyme. En vacances ici 2 ans de suite. Femme reconnue sur journal. Car, assisté à une scène de ménage rond-point Pisançon, homme ivre, voiture R19 blanche, parti sur Valence. Nous garderons l'anonymat. C'est un témoignage qui va être très intéressant pour les gendarmes parce qu'il va rappeler aux gendarmes une pièce à conviction qu'ils avaient saisie à l'époque sur la scène de crime, qui était une custode, donc une vitre arrière d'un véhicule. Ce véhicule, c'est pas une R19, mais il s'avère qu'après des investigations assez poussées, les gendarmes arrivent à établir qu'il s'agit d'une R21. C'est une voiture qui ressemble un petit peu à la R19. Ça leur permet de confirmer que ce qu'ils ont trouvé sur la scène de crime est très certainement lié au meurtre. Le fait qu'un témoin assure avoir vu une R19, que eux, sur la scène de crime, aient trouvé une pièce d'une auto qui est une R21, pour eux, c'est pas un hasard. La personne a très certainement confondu les 2 voitures, mais cette voiture semble avoir effectivement un lien avec le crime. Et là, des vérifications sur toutes les R21 du secteur sont faites. On va voir les gens, on va voir la voiture, on va voir leur custode. Il y en a à Hayon, pas à Hayon, coffre, pas coffre, break, pas break. Quand vous vérifiez les R21, vous envoyez à tous les coins de rue, en fait. Hop, il y en a un là, une là. Alors, il faut voir qu'il y en a de partout, en fait. C'est compliqué. On n'a pas fini, hein.
Parce que pour vérifier, j'ai un nombre considérable de R21, ça prend du temps. Il y en a qui ont été vendus, les cartes grises sont pas à jour, le fichier est pas à jour. Donc non, moi la R21, je l'ai vendu, ça fait 6 mois, l'autre il a pas fait la carte grise, l'autre il a pas envoyé les certificats de cession. Donc après il faut aller chercher le nouveau propriétaire. On coche, tous les jours on coche une voiture, 2 voitures, 3 voitures, on rentre le soir, celles-là sont toutes faites. Celles-là on écarte, celles-là à vérifier plus tard. Puis on avance comme ça. C'est un boulot titanesque. Et forcément, on a espoir, quand on est enquêteur, à un moment que ça aboutisse. Et là, encore une fois, comme après le gros travail qu'ils avaient fait sur les ouvriers de la gare, c'est une impasse. On n'avance pas. Il manque le petit truc qui... Puis ça reste un homicide, quoi. Ça veut dire qu'il y a un mec dans la nature qui traîne, qui fait... En toute impunité, c'est pas normal. Le meurtrier court encore, et qu'on ne sait pas de quoi il est capable. Je veux dire, s'il va continuer, si c'est un meurtrier en série, si c'est un... Je veux dire, on ne sait pas, quoi. L'enquête, malgré le nombre de PV important, malgré les heures passées par la section de recherche, ne donne strictement rien. Maître Fabien Bousquet, avocat de la famille de Chantal. Je vois la famille, je reçois la famille, et régulièrement, je dois dire, il n'y a rien de neuf. C'est lourd, c'est lourd à porter, quoi. C'est pas facile à vivre tous les jours. C'est vrai qu'au début, on se dit, on va vite retrouver quelqu'un, une trace, un témoin, ou quelque chose, un indice, et puis on fait pas grand-chose. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Lauriane Dervaux. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.